Inspiration. Salut à tous, c'est Gaëtan, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de notre série Inspiration Business. Comme vous le savez, avec Jules, on lance une nouvelle branche sur notre podcast dédiée au business et aux problématiques d'entreprise. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de 4 livres qui sont pour moi essentiels pour bien démarrer, que ce soit en entreprise ou pour lancer un business. Je vous avoue que le dernier n'est pas business au sens strict, mais je trouve qu'il est hyper utile et pertinent pour devenir un meilleur humain et donc un meilleur professionnel. Alors sans plus attendre, démarrons par le premier livre que j'ai choisi et qui aborde une notion fondamentale de la réussite d'un business ou d'un projet, le Test and Learn, en français, l'essai-erreur ou comment apprendre par l'expérimentation. Ce premier livre, c'est The Lean Startup d'Eric Ries. Pourquoi ce livre ? Tout d'abord, c'est un manuel de survie pour lancer un produit ou piloter un projet dans un contexte d'incertitude. Il est utile pour les entrepreneurs comme pour les intrapreneurs. Le concept de Lean Startup, c'est une approche scientifique de l'entrepreneuriat qui repose sur un cycle en 3 étapes: construire, mesurer et apprendre. On construit d'abord une version minimale de son produit, ce qu'on appelle un MVP ou un MVP en anglais, Minimum Viable Product, et on mesure ensuite les résultats, les retours du terrain, avec des indicateurs réels. Ensuite, on en tire des leçons pour ajuster les fonctionnalités, les services proposés, et on répète ces ajustements, cette boucle, cette démarche, pour arriver à un produit qui correspond le plus possible à ce dont les clients ont vraiment besoin. La pratique du Lean Startup s'inspire beaucoup de la boucle de la méthode Agile Scrum ou de la roue de l'amélioration continue qui consiste à avancer petit à petit en validant des hypothèses et en s'assurant que le produit ou le service répond bien à un vrai besoin du client, délivre de la bonne valeur pour son marché. Et je pense que c'est une notion super importante et j'ai souvent rencontré des personnes qui avaient des projets et qui ne prenaient pas du tout en compte l'utilisateur final des solutions qu'ils souhaitaient commercialiser. Et c'est souvent un des gros facteurs d'échec, je trouve, pour les entrepreneurs, parce qu'ils n'ont pas adapté leur proposition de valeur à ce que les gens attendaient vraiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les projets à l'intérieur des entreprises. C'est pas forcément rédhibitoire, on peut peut-être s'en sortir sans s'adapter au retour terrain, mais honnêtement, c'est plus compliqué. En plus de ça, écouter les besoins du marché, ça peut aussi nous emmener sur des marchés complètement différents de celui sur lequel on s'était lancé à la base. Il faut aussi être prêt à pivoter, c'est-à-dire à savoir changer de cap quand les retours montrent que la direction actuelle ne mène nulle part. Un exemple super parlant, c'est celui de Slack, la messagerie très utilisée en entreprise. Avant Slack, l'équipe s'appelait TinySpec et elle développait un jeu vidéo en ligne qui s'appelait Glitch. L'outil de chat interne qu'ils avaient bricolé pour l'équipe s'est révélé plus utile que le jeu en lui-même. Ils pivotent alors. TinySpec devient Slack, et Slack est devenu une application de messagerie instantanée hyper utilisée dans les entreprises. La boîte a ensuite été rachetée par Salesforce pour 27 milliards de dollars en 2021. Et donc le pivot, c'est un changement de stratégie sans forcément changer la vision qu'on avait initialement du produit. Quelques exemples de style de pivot qu'on peut faire sont par exemple le zoom in, zoom out, le fait de se concentrer sur une seule fonctionnalité ou d'élargir le panel de fonctionnalités, avec par exemple Airbnb qui proposait initialement des logements et qui maintenant commercialise des logements atypiques et des expériences aussi. On peut se concentrer sur un segment client, de vendre donc toujours le même produit mais sur un nouveau public. Par exemple Segway qui devait révolutionner la mobilité initialement et qui s'est finalement tourné vers les secteurs de la sécurité et du tourisme. On peut changer de canal en trouvant un nouveau mode de distribution, par exemple PayPal qui était parti sur le concept de paiement par mail et qui a basculé sur les paiements en ligne tout simplement. Et enfin, on peut aussi changer de technologie, avoir un nouveau format pour débloquer encore plus de valeur. C'est l'exemple notamment de Netflix qui a su sortir de l'envoi de DVD par courrier pour devenir la figure de proue du streaming. Et ce qu'il faut retenir avec la méthode de Lean Startup, c'est on teste, on mesure. Et ensuite, il faut qu'on décide, est-ce qu'on pivote ou est-ce qu'on persévère. Et une fois que vous avez un produit qui tient la route, ou que vous êtes en bonne voie, ou alors, une fois que vous rejoignez une entreprise ou créez une entreprise, vous allez avoir besoin de constituer une équipe et d'inspirer les personnes à vous accompagner dans la réalisation de votre vision. Et c'est là
que le second livre va vous apporter énormément de sagesse. Ce livre, c'est Start with Why de Simon Sinek. Commencez par pourquoi. Ceux qui me connaissent vont forcément sourire parce qu'ils savent que j'adore ce livre et que c'est forcément évident que j'allais les citer. On a déjà parlé de Start with Why dans un épisode de Book Club et pour le présenter à nouveau rapidement, c'est un livre qui explore les mécanismes qui permettent d'inspirer les gens à passer à l'action. C'est dans l'air du temps, mais assez révolutionnaire comme notion, parce que dans la continuité des études sur le management et le leadership, Simon Sinek met en avant les qualités nécessaires à un leader pour inspirer les personnes à passer à l'action et à prendre part à des projets pour les bonnes raisons et avec la bonne mentalité. Et contrairement aux différents styles de management qui existaient auparavant et encore maintenant et qui sont très descendants, autoritaires et qui considèrent très peu les employés, ce nouveau style plus orienté leadership apporte une opportunité aux personnes de s'épanouir tout en accomplissant une vision. Et donc loin des mécanismes toxiques de management, on apprend dans ce livre à communiquer efficacement, notamment définir un sens profond à son projet, le why, le pourquoi, avant de penser au produit ou au profit. Le pourquoi va servir de boussole pour prendre des décisions cohérentes à long terme, et ça permet aussi de comprendre qu'en l'absence d'un pourquoi, en l'absence d'un why, on peut facilement provoquer des burn-out, des démissions, et réaliser la valeur qu'apporte finalement un bon manager. Et ces notions, elles sont très proches de la notion de logothérapie, la thérapie par le sens, de Viktor Frankl, que vous avez découvert dans notre épisode sur A Man's Search for Meaning. Là, Simon Sinek, il propose une voie d'épanouissement à travers le travail et à travers le sens qu'on peut y trouver. En communiquant clairement sur le why, sur le pourquoi vous faites les choses, vous vous donnez plus de chances, déjà, de vendre votre produit ou votre service, parce que les gens n'achètent pas forcément ce que l'on fait, mais pourquoi on le fait. Deuxièmement, d'inspirer les gens autour de vous à vous accompagner dans vos projets. Et troisièmement, uniquement pour vous, c'est aussi la garantie de suivre une voie qui vous plaît sur le long terme. Et le pourquoi, il vient s'inscrire dans le concept de Golden Circle. Le Golden Circle, c'est un cercle, un petit peu comme une cible de fléchette, où on a 3 zones. La première zone centrale, c'est le why, la raison d'être, notre cause, notre croyance. La deuxième couche, c'est le how, le comment, les méthodes et les principes d'exécution. Et enfin, la dernière couche de la cible, la couche la plus extérieure, c'est le what, le quoi, les produits ou les services qu'on va vendre, qu'on va proposer. La communication efficace et les projets réussis, selon Simon Sinek, partent de l'intérieur vers l'extérieur. D'abord, pourquoi, ensuite comment, et ensuite quoi. Pas l'inverse. Apple et Steve Jobs offrent un exemple concret de ce type de communication sur l'iPod. À l'époque, Creative était l'entreprise leader sur le marché du MP3. Et puis Apple débarque en 2001 avec l'iPod et une promesse simple, mais qui est un exemple parfait de leur communication, 1000 chansons dans votre poche. Là où Creative présentait son produit comme un MP3 de 128 mégas et autres spécifications techniques qui ne représentent pas la raison ou le vrai cas d'usage pour un client qui voudrait acheter le produit, Apple communique clairement sur la valeur du produit aux yeux d'un utilisateur. Et donc là où Creative communiquait essentiellement sur le quoi, Apple a renversé le marché, notamment en communiquant sur le pourquoi il nous fallait le dernier iPod. Et c'est la même chose pour les projets. C'est évident qu'il faut toujours se poser la question de comment on fait avant de démarrer, mais de savoir aussi se poser la question de pourquoi on le fait. Ça permet souvent de choisir le bon comment, la bonne manière de faire, et d'expérience, savoir pourquoi on fait les choses, ça permet aussi parfois de décider plus facilement de ce qu'il ne faut pas faire du tout, car ça n'apportera pas de valeur au client, et de ce qu'il faut absolument faire. Et donc en vous posant la question de pourquoi on le fait, ça peut vous éviter bien des erreurs et des ennuis dès le départ. Avant de lire le livre, si vous souhaitez en savoir un peu plus, moi je vous encourage à aller regarder le TED Talk de Simon Sinek, l'auteur, où il explique une partie de ces concepts abordés dans le livre et notamment le Golden Circle. Ça peut sembler simple comme approche, mais je me suis rendu compte que donner du sens à ce que l'on faisait, c'était vraiment source de clarté et d'épanouissement. Ensuite, le troisième livre dont je souhaitais vous parler, c'est Good to Great de Jim Collins. En français, le livre s'appelle De la performance à l'excellence. Parce que oui, une fois que vous avez une vision, un projet, il faut organiser votre équipe ou votre organisation sur le long terme.
Et dans son livre, Jim Collins nous partage une étude empirique sur plus de 1400 entreprises, dont seulement 11 ont réalisé une transition de bonne à exceptionnelle, avec des performances durables sur 15 ans. L'auteur a donc cherché ce qui les distingue, et la réponse, elle est simple. Ce n'est ni la chance, ni un coup de génie, mais plutôt parce que les entreprises reposent sur des principes disciplinés. Les notions clés qui sont abordées dans ce livre sont par exemple les leaders de niveau 5, des leaders qui sont humbles et déterminés, obsédés par la mission plus que par l'ego, et comment on peut gagner en autonomie dans une organisation et en efficacité en supprimant les personnes clés, c'est-à-dire les personnes qui vont avoir trop de connaissances ou de dépendance sur certains processus et qui pourraient déstabiliser l'entreprise par leur absence. On retrouve aussi l'importance de bien embaucher. Un peu plus détaillé dans ce livre d'un point de vue opérationnel que dans Start With Why, Jim Collins insiste sur le d'abord qui, ensuite quoi. En fait, si on a d'abord les bonnes personnes à bord, on pourra ensuite dérouler la stratégie. Et un gros concept qui est aussi partagé dans le livre, c'est le concept de la flywheel. L'idée, c'est que la performance vient d'un effort constant qui va créer un élan cumulatif. La flywheel, c'est l'idée qu'une entreprise progresse comme une grande roue d'inertie. Au début, chaque poussée semble minuscule, mais en répétant des actions cohérentes, l'élan s'accumule, jusqu'au moment où la roue tourne toute seule d'elle-même. Concrètement, on a 4 à 6 étapes qui vont s'auto-renforcer. Par exemple, imaginons que vous ayez un onboarding simple dans votre application, vous allez avoir plus d'utilisateurs qui sont actifs. Plus d'utilisateurs actifs peuvent amener plus de recommandations et donc un coût d'acquisition qui est un petit peu plus bas. Ça va vous permettre de faire plus d'investissements dans le produit, ce qui va rendre l'onboarding encore meilleur, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, on repart dans la boucle. À l'inverse de la flywheel, on retrouve le doom loop. C'est de sauter de plan en plan, de slogan en slogan, en s'épuisant, on perd l'élan et on redémarre à chaque fois. Et la discipline, c'est de savoir garder la même boucle et d'améliorer chaque maillon et de laisser l'effet cumulatif faire son travail. Un exemple archi parlant du modèle de la flywheel, c'est Amazon. Amazon s'est tout de suite positionné en proposant des prix bas. En proposant des prix bas, ils ont eu plus de trafic. En ayant plus de trafic, ils ont pu attirer plus de vendeurs et donc avoir plus de choix sur leur plateforme. En ayant plus de choix sur leur plateforme, ils proposent forcément une meilleure expérience pour les utilisateurs et donc ils ont eu plus de volume de visites et de ventes. En faisant plus de volume, ils ont pu avoir des coûts unitaires qui étaient plus bas. Et en ayant baissé les coûts, ils peuvent encore baisser les prix. Et là, on revient sur le début de la boucle. Chaque tour renforce le précédent et c'est l'illustration moderne qui est la plus connue d'une flywheel à l'heure actuelle. Alors, comment construire une flywheel ? Ça se fait tout simplement en 5 étapes. La première étape, c'est le point de départ, qui est la valeur client. Il faut savoir répondre à la question « Quelle est la promesse simple et utile que on peut servir encore et encore à son client ?» Ensuite, on va décrire 4 à 6 maillons qui vont se renforcer chacun à la suite et créer cette boucle. Troisième étape, il faut créer des métriques, associer un indicateur par maillon pour pouvoir le mesurer. La quatrième étape, c'est la cadence et la discipline. Il faut mettre en place un rituel qui soit hebdomadaire ou mensuel pour pouvoir suivre la roue et la corriger sans avoir à tout réécrire à chaque fois. Et enfin, la dernière étape, la 5e étape, c'est de protéger l'élan, de protéger l'inertie. On ne pivote pas tous les 3 mois, l'idée c'est de continuer, de toujours améliorer la même boucle en mettant en place l'inertie. Et il y a plein d'autres concepts hyper intéressants qui sont dans ce livre. Et mine de rien, ce livre, il apporte énormément de valeur et de recul sur le fonctionnement d'une organisation. Et donc que vous soyez en entreprise ou que vous souhaitiez en lancer une, vous serez forcément confronté à ces problématiques. Et ne serait-ce que pour en comprendre les mécaniques, je trouve ce livre vraiment pertinent sur le recrutement, sur les process et sur le leadership au service de la boîte. Enfin, comme je vous l'ai dit, le dernier livre, c'est pas un vrai livre business. Mais c'est un livre qui permet d'instaurer une relation saine entre le travail et la vie personnelle notamment. Ce livre, c'est les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Je le garde pour la fin parce qu'il relie développement personnel et efficacité professionnelle. C'est le livre pour devenir un meilleur être humain, mais aussi du coup, comme je l'ai dit, un meilleur professionnel. Je vous spoil complètement le livre sans vous donner les détails, mais les 7 habitudes qui sont présentées sont être proactif, donc concentrer son énergie sur son cercle d'influence,
donc ce que tu peux réellement changer plutôt que ton cercle de préoccupation. La deuxième habitude, c'est commence avec la fin en tête, donc clarifie ta vision perso et pro. Ensuite, donne la priorité aux priorités, avec notamment la matrice d'Eisenhower dont on parlera un petit peu plus tard pour mieux s'organiser. La quatrième habitude, c'est de penser gagnant-gagnant, donc chercher des accords bénéfiques des deux côtés à chaque fois qu'on va devoir faire une négociation. La cinquième habitude, c'est de chercher d'abord à comprendre, puis à être compris, notamment en utilisant les techniques d'écoute empathique avant de répondre. Ensuite, mettre en place des synergies, donc capitaliser sur les différences pour créer mieux avec les personnes qui nous entourent que si on était tout seul. Et enfin, la dernière, c'est déguiser sa scie. Investir dans sa santé, dans son apprentissage, dans ses relations et dans sa spiritualité ou dans ses valeurs. Alors évidemment, on va parler de l'habitude 3, la matrice d'Eisenhower, qui est super importante en pro et en perso. Elle permet de bien gérer les urgences et les choses importantes et elle offre un vrai cadre pour se poser et alléger la charge mentale. En gros, vous faites un tableau de 4 cases dans lequel vous avez les choses urgentes et importantes, les choses urgentes et non importantes, les choses pas urgentes et importantes, les choses pas urgentes et pas importantes. Et l'idée, c'est de pouvoir trier toutes les tâches qu'on va vous donner avec les bonnes stratégies pour chaque case. Dans les choses qui sont urgentes et importantes, il faut absolument les faire tout de suite. Les choses qui sont urgentes et non importantes, on va pouvoir les déléguer. Les choses pas urgentes et importantes, on va pouvoir les planifier dans son agenda. Et enfin, les choses pas urgentes et pas importantes, on va essayer de les éliminer. On va supprimer les sollicitations qui ne vous intéressent pas, donc le spam, le démarchage, les notifications inutiles pendant que vous travaillez, ou des réunions qui vous apporteraient rien potentiellement. Moi, cette matrice, je l'ai souvent utilisée quand j'avais trop de trucs à faire, et je vous la conseille fortement parce qu'elle a un effet apaisant, et la démarche permet vraiment de relativiser sur les tâches à faire et de pouvoir les évaluer quand elles arrivent. Que vous ayez une matrice d'Eisenhower en place ou pas, ça vous permet quand même, quand vous récupérez une nouvelle tâche, de vous dire, ok, cette tâche, est-ce qu'elle est urgente et importante? Est-ce qu'elle est urgente et non importante? Est-ce que je peux la planifier? Est-ce que je peux l'éliminer? Et ça permet, on va dire, de moins paniquer quand il y a des clients qui viennent vous voir et qui vous disent « Ah, c'est urgent », tout est relatif. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est un autre concept qui a été un petit peu abordé en filigrane dans le livre que j'ai le plus retenu. Dans son livre, l'auteur, Stephen Covey, approche l'identité et les rôles de vie comme une aide pour fixer ses objectifs. Imaginons que vous êtes parent, marié, et que vous avez des amis et de la famille. On peut dire que ça vous fait 3 rôles. Vous souhaitez accomplir ces rôles proprement, et donc vous devez vous fixer des objectifs qui sont en accord avec ces rôles ou avec votre identité. Imaginons qu'en tant que parent, vous souhaitez être là au match de foot de vos enfants, qu'en tant que mari, vous souhaitez continuer de faire des dîners romantiques avec votre conjointe, et que vous voulez rester en contact avec vos amis. Vous allez devoir forcément planifier et mettre en place des systèmes pour assurer tous vos rôles. Cela passera par bloquer vos samedis après-midi pour assister au match, planifier un dîner en tête-à-tête une fois par mois avec votre conjoint-conjointe, et appeler régulièrement vos amis pour prendre des nouvelles. Avoir ces rôles en tête vous permet d'aborder chaque semaine en vous demandant « Qu'est-ce que j'ai prévu de faire cette semaine qui m'aidera à être un bon parent ? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire cette semaine qui m'aidera à être un bon mari ? Qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine qui m'aidera à être un bon ami ?» Vous pouvez appliquer ça au milieu professionnel aussi, évidemment, et vous pouvez même l'appliquer sur une ambition personnelle d'un rôle ou d'un poste que vous désirez. Posez-vous la question chaque semaine, quelle petite action peut vous rapprocher de votre objectif, de votre rôle souhaité, de là où vous souhaitez être ou de ce que vous voulez devenir. Encore une fois, ça peut paraître simple, mais ce sont des petites astuces qui permettent vraiment de clarifier nos pensées et d'apporter de la clarté à notre vision et donc, par la suite, à nos actions. Et donc, en faisant cette démarche, ça vous permet de réserver du temps dans votre semaine ou dans vos journées sur les objectifs qui comptent pour vous et qui vous permettront de conserver votre confiance en vous, notamment parce que vous êtes capable d'assumer tous les rôles qui vous sont entre guillemets confiés. Et donc c'est pourquoi je pense qu'avec ces 4 livres déjà, vous avez une très bonne base pour aborder avec les bonnes clés le monde de l'entreprise. On va s'arrêter là pour cet épisode d'Inspiration Business. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec un pote en galère qui pourrait en profiter. Si vous auriez plutôt proposé un autre livre business, dites-le nous en commentaire et on en débattra. Et n'hésitez pas à nous proposer des livres dont vous aimeriez que l'on parle sur Inspiration Business. Merci de nous avoir écoutés, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite sur Inspiration. Inspiration.